Dans cette vidéo, on va parler de 4 livres au format poche qui sont très différents les uns des autres, mais je les ai tous énormément aimés. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo pour parler de 4 poches qui, comme je vous disais, n'ont rien à voir les uns avec les autres, puisque on va débuter avec Celle que je suis de Claire Norton. Si vous l'avez lu, vous devez être en train d'être là derrière votre écran en train de dire mais ce livre est dingue. Oui, ce livre est dingue, il est incroyable, les émotions sont très fortes. Je pense qu'on s'en souvient des années après tellement il remue, c'est un livre difficile mais c'est un coup de cœur, je vous en parle après. On passera ensuite à cette Agatha Christie, Mrs. McGinty est morte. Agatha Christie écrit dans les années 1950 avec un Hercule Poirot. Je vous ferai une chronique un petit peu enquête, vous verrez pourquoi. Ensuite, Contre vents et marées. C'est le dernier livre que j'avais de Cynthia Kafka dans ma palle et j'ai retrouvé tout ce que j'apprécie dans son écriture. Et pour moi, elle a vraiment des caractéristiques bien particulières. Je vous dirai lesquelles auxquelles je pense. Et Goldman, d'Ivan Jablonka, un essai. Et je vous ai bien dit que j'avais aimé tous les livres dont je vais vous parler là, donc y compris un essai. C'est pas mon style habituellement, mais celui-ci, je l'ai adoré et je suis d'autant plus contente parce que il y a eu beaucoup de choses pour moi. J'ai vécu beaucoup de choses autour de ce livre. Je commence avec Celle que je suis de Claire Norton qui est chez Pocket. C'est également un livre qui est disponible en audio, notamment via Nextory. Donc je vous remets le lien je vous remets mon lien qui vous permet d'avoir 45 jours offerts sur Nextory. Et ce livre, personnellement, je l'ai à moitié lu et à moitié écouté. Et la version audio est incroyable. J'en ai parlé d'ailleurs avec l'autrice. C'est très fort. En fait, on est sur un livre avec des violences conjugales. Et on a à un moment donné le mari du personnage principal, Valentine, qui va lui parler d'une façon qui est déjà à la lecture très difficile. Et alors en audio, la comédienne, en fait, il met beaucoup, en fait, met beaucoup d'émotions. Et pour l'avoir écouté dans ma voiture, il y a des moments où j'étais crispée sur le volant, quoi. Enfin, c'était vraiment... j'ai l'impression qu'on était en train de me crier dessus et j'avais envie de répondre, mais personne ne pouvait m'écouter. C'est un livre qui est très fort. Et la version audio, elle ajoute quelque chose. Je vais pas dire que c'est meilleur que le livre papier ni quoi que ce soit, mais là, de mon côté, avoir jonglé comme ça entre les deux, c'était vraiment très bien et ça a apporté beaucoup, je trouve. Ce livre est un coup de cœur. Et pourtant, pendant... je sais pas, les 3/4 de ma lecture, je savais pas quoi penser du livre. Parce que, comment est-ce qu'on peut dire qu'on a un coup de cœur pour un livre sur les violences conjugales? Comment on peut dire qu'on a adoré ce livre qui parle d'un sujet tellement fort, avec des scènes qui font froid dans le dos? C'est difficile, enfin, froid dans le dos, mais même plus que froid dans le dos. Enfin, vraiment, il y a des scènes qui, je pense qu'on s'en souvient très longtemps après. Donc j'étais partagée en fait parce que ce livre m'a fait ressentir énormément d'émotions, mais des émotions, c'était pas des émotions agréables, c'était pas de la joie, c'était pas des chouettes émotions, c'était des émotions comme de la colère, de l'injustice et ce côté d'impuissance que je ressens à chaque fois que je lis un livre sur le sujet. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Avec toujours le truc où on se dit, en lisant ce livre, moi, si j'entendais ça, c'est pas possible, je peux pas entendre un truc pareil, on peut pas me parler comme ça, c'est pas normal, la limite est largement franchie, hors de question, on peut pas se laisser faire, et il faut pas se laisser faire, etc. Et d'un côté, où on sait, et je pense on est beaucoup à connaître des gens qui ont vécu ça et qui ont vu la manipulation de ces personnes qui arrivent en fait à détruire quelqu'un totalement, autant psychologiquement que physiquement. Et donc on est tiraillé entre les deux parce qu'à certains passages on se dit mais c'est pas possible, mais là, Valentine, elle a un petit garçon qu'elle adore, mais vraiment, voilà. Et son mari qui est qui a dépassé la limite, mais largement, je veux dire, cet homme est horrible. Et donc, quand on voit ça, on se dit, mais Valentine, mais pars en fait, pars, pense à ton fils, pars, accepte pas quelque chose comme ça.
Ouais, mais en fait, la mécanique, elle est là, elle est installée depuis longtemps. Et les manipulateurs, ils sont tellement, mais tellement vicieux, tellement malins, tellement à réussir. C'est une construction, c'est des gens qui peuvent être d'une patience incroyable. Ils construisent en fait tout leur truc vraiment en s'y prenant en avance et en verrouillant les portes quelque part. Quand il n'y a pas de souci particulier, il y a un côté de bah tu vois bien que tu peux pas me dénoncer pour telle et telle raison. Je vous laisserai découvrir dans le livre quelles sont ces raisons-là, quelles sont les raisons auxquelles le mari de Valentine a pensé. Donc, verrouille petit à petit, tu vois que tu peux pas me dénoncer, tu sais, moi je suis assez protégée, etc. Puis des choses comme ça, puis en fait, faire en sorte d'isoler petit à petit, etc., etc. Donc là, derrière, mais je vous dis, à chaque fois que je lis un livre, on voit ce mécanisme, mais qui est tellement lent, avec cette patience, mais machiavélique en fait, hein, de vraiment, je sais pas, comme s'il y avait le manuel du plus horrible manipulateur et qu'on avait ces étapes-là, et en fait qui commencent bien avant les premiers coups, bien avant le moment où la femme prend conscience que ah non mais là c'est trop loin en fait. Oui mais c'est trop loin, mais en fait avant d'en arriver là, l'autre a préparé le terrain, mais avec mais franchement, mais c'est tellement révoltant. Et d'une façon où, isoler la personne, de façon à ce que l'entourage ne se rende même pas compte de ça, parce que c'est tellement discret. Ça peut être naturel, je veux dire, de mon côté, avec mon mari, on s'est un peu isolé de certaines personnes en particulier. C'est pas du tout pour cette raison-là, et je vois pas du tout comment les gens auraient pu penser à ça. Enfin, en fait, il le fait là dans le livre, mais dans toutes les autres histoires que j'ai pu entendre, d'une façon tellement naturelle que personne n'a la puce à l'oreille, en fait. Personne ne se dit c'est bizarre ça. C'est bizarre. Bah non, parce qu'en fait, c'est prendre chaque personne isolément. Et puis, il y a de la manipulation déjà à ce moment-là. Donc, c'est vraiment... Bref, ça, c'est horrible. Et donc, là, en fait, Valentine, elle va avoir une voisine qui va tenter de creuser. Et puis, on va apprendre aussi le passé de Valentine. Il va y avoir un lien avec tout ça. Et voilà, ce livre a pris une tournure qui m'a beaucoup plu par certains aspects. Je ne vous dévoile rien de la fin. Il y a notamment... Il y a plusieurs choses dans ce livre. Il y a ce sujet, il y a ces très fortes émotions. Il y a un retournement de situation qui est pour moi dingue et que je n'ai pas vu arriver et qui a ajouté quelque chose d'important pour moi. Et c'est grâce à ce retournement de situation qu'on est arrivé sur un coup de cœur. Parce que je vous dis, j'étais vraiment partagée en train de me dire, c'est très bien écrit. C'est très très bien écrit parce que si c'était pas aussi bien écrit, on ressentirait pas tout ça. C'est très bien écrit. Il y a un côté addictif aussi, mais c'est pas dans le sens voyeurisme ou je sais pas quoi. Hein. Enfin, c'est qu'on a peur pour Valentine, donc on veut avancer, on veut savoir jusqu'où ça va aller. Puis on passe de scène en scène qui sont compliquées à gérer, à lire. On a peur. Il y a des choses qu'on voit arriver parce qu'on voit des personnes en parallèle et on se dit mais non, ça va pas se passer, ça va pas. Jusqu'à un moment. Non, mais il y a plusieurs scènes quand même qui sont difficiles. Et donc toutes ces émotions, faut écrire extrêmement bien pour réussir à faire ressentir autant d'émotions à son lecteur. Et en même temps, par moments, je vais pas dire que j'en voulais à l'autrice de ressentir ça, mais c'était tellement fort, j'arrivais pas à le gérer. Ça me mettait mais tellement en colère. Voilà, donc ça a été vraiment tout le livre, mais ça me mettait en colère. Mais c'est tellement rien par rapport aux femmes qui vivent ça. C'est tellement rien. Donc c'est un livre qui est compliqué, mais en fait qui est important parce que vous ne savez pas forcément quand ça se produit autour de vous. Et vous ne le savez pas forcément. Enfin, je vous dis, il y a des choses qui peuvent être un peu naturelles, où on se dit, tiens, c'est bizarre, j'ai tenté d'inviter machin plusieurs fois, puis
à chaque fois, il n'y a pas de réponse, ou tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ces gens-là, bah pourtant c'est pas faute de les avoir invités, enfin, et puis après, qu'est-ce qu'on se dit? C'est, ah ouais, bah ils exagèrent, ah oui, bah, faut dire que machin, elle est comme ça, ou, enfin, il y a des choses, enfin, ça peut être un cheminement assez logique, je pense pas que quand on a des premiers signes, on va se dire direct, ah, violence conjugale. Non, non, non. Non, moi je pense vraiment à un côté où c'est tellement pris de façon isolée, où, où ça peut... Il y a des relations qui se mettent mal, ou des fois de la déception, et du coup on laisse tomber, et puis on se dit bah tant pis, si elle veut pas me voir, elle veut pas me voir, et puis on va pas gratter, et des choses qui peuvent vraiment arriver, alors que au final on est dans un cas comme ça. Voilà. Donc dur à lire, tellement peu difficile par rapport à ce que vivent ces femmes et totalement nécessaire euh, pour que on... Parce que dans cette fiction, on voit... Alors, on voit pas comment ça arrive, parce que quand on commence, ça, c'est déjà bien installé. Mais on retourne des fois dans le passé, et du coup, ça nous permet quand même de prendre... Enfin, comment dire, de se noter quelques signes. Voilà. L'air de rien, enfin je dis pas, et on va pas tenir un carnet en se disant dans un cas de violence conjugale, il y a ça, 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 on en lit un autre livre, il y a ça, ça, ça. Mais on se les mémorise, voilà. On se dit, bah tiens, en fait, quand machin veut pas nous voir, ok, il y a de grandes chances que ce soit lié à ça. Bon, peut-être que c'est autre chose. On reste prudent à l'écoute, etc., etc. Enfin, c'est, ça me fait la même chose avec les livres sur le harcèlement scolaire. Derrière, il y a des petites choses, enfin, des petits trucs de comment guider, comment détecter. Alors, ça aide pas, hein, c'est pas infaillible. Hein, je vais pas vous dire que parce que j'ai lu des livres sur ça, ça y est, je sais détecter tout ce qui se passe autour de chez moi. Non. C'est déjà pas évident quand c'est au sein de sa propre famille, etc. Puis le harcèlement, c'est compliqué. Enfin, il y a même plusieurs cas. Enfin, il y a il y a le harcèlement, voilà. Et puis il y a aussi les personnes qui sont les enfants qui sont accusés de harcèlement par la malveillance de quelqu'un. Je peux vous dire, c'est pas facile à gérer ça non plus. Pas facile du tout, parce que ça peut détruire un enfant, parce qu'il passe dans un processus de... On l'a dénoncé pour harcèlement, alors c'est totalement faux. Voilà. Et après, on apprend des petites choses sur la personne qui a dénoncé. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'on est infaillible, pas du tout. Mais c'est juste nous donner des petits trucs et aider à détecter. Il faut en parler, de toute façon, il faut en parler. Aussi pour que les victimes aient moins peur d'en parler, même si franchement c'est tellement compliqué vu les personnes qu'il y a en face. Mais en tout cas, essayez pour les proches d'avoir des clés, des éléments, des signes, des trucs. Et pour les personnes qui sont victimes de ça, de se sentir certainement moins seules et leur donner des petites choses pour tenter de les aider, quoi. Voilà. C'est dur, c'est très dur. Voilà, donc je vous le conseille totalement parce que le livre est excellent. Je continue avec Mrs. McGinty est morte d'Agatha Christie. Alors, je suis dans une enquête. Je suis dans une enquête depuis 2 mois. Je lis un Agatha Christie par mois. C'est le 3e que je lis et je n'arrive pas à avoir une conclusion sur mon enquête. J'ai lu il y a 2 mois Les Indiscrétions d'Hercule Poirot. Et là, je vous ai dit, livre écrit, on arrive sur la moitié de la période d'écriture d'Agatha Christie. Et à cette période-là, elle n'aimait pas Hercule Poirot. Enfin, elle l'aimait pas. Donc ça, on le sait, elle l'a dit et tout. Les Indiscrétions d'Hercule Poirot, c'est pas un Hercule Poirot comme les premiers Hercule Poirot. C'est pas frais, c'est pas agréable, enfin... c'est pas désagréable, mais c'est pas léger, le ton il est plus sérieux, Hercule Poirot est plus grave, il a pas cette petite note d'humour, oui c'est moins rigolo quelque part, c'est moins insouciant, et Hercule Poirot arrive tard avec un rôle qui est pas celui que je préfère pour lui. Voilà, donc théorie, il y a 2 mois, je me suis dit, en fait, comme là, le challenge du Read Christie de cette année, c'est de lire des Agatha Christie dans l'ordre chronologique. Alors, on en lit 12, hein, on lit pas les 90 romans, recueils de nouvelles, pièces de théâtre qu'elle a pu écrire. Alors, 91 ou 92 selon les comptages. Et
Donc là, on est plutôt sur, on prend chaque mois un livre et en fait, par trimestre, il y a des années dans lesquelles on doit choisir un livre qu'elle a sorti ou qu'elle a écrit. Parce que parfois, j'avais pas assez de livres qu'elle a sortis dans ces années-là, donc j'ai plutôt choisi un livre qu'elle a écrit dans ces périodes. Et donc, bah, j'étais partie sur cette théorie-là, et lire les Agatha Christie dans l'ordre, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire en 2011, que j'ai poursuivi en 2012, un peu en 2013, et je me suis arrêtée dans ma liste à La mort n'est pas une fin. Et alors, si je regarde quand est-ce que La mort n'est pas une fin est sortie, n'est pas une fin, hop. Alors, La mort n'est pas une fin, c'est un livre qui est sorti en France en 1955, publié aux États-Unis en 1944, et alors en Angleterre, on n'a pas. En Angleterre, mais non. C'est publié en octobre 1944 aux États-Unis et en 1955 en France. Je suis sur la page Wikipédia. En général, c'est là où il y a le plus d'infos. Mais alors en Angleterre, on ne sait pas. C'est en tout cas, si, version originale en anglais, en octobre 1944, en même temps que la version américaine. Donc en fait, j'ai lu les Agatha Christie dans l'ordre jusqu'à ce livre-là, qui ne m'attirait pas, qui se passe en Égypte ancienne. Depuis, je l'ai lu plusieurs fois et je l'ai adoré. À chaque fois. En fait, c'est un Agatha Christie totalement classique, sauf qu'il est en Égypte ancienne. Et donc j'étais pas allée bien loin dans cette histoire chronologique. Enfin, j'avais lu quand même des dizaines d'ouvrages, mais j'avais pas réussi à passer cette bascule de fin des années 1940, début des années 1950, et à voir que effectivement, Hercule Poirot... Après, je n'ai pas commencé ce challenge-là maintenant. Je lis des Agatha Christie chaque mois, un ou plusieurs chaque mois depuis l'été 2019. Et je les lis pas dans l'ordre. Sauf là, cette année pour le challenge. Mais je veux dire, j'en ai lu beaucoup d'autres, un peu par-ci, par-là. Et c'est vrai que ceux écrits sur la fin de sa vie, je suis un peu moins fan. Mais bon, voilà. Donc là, ça me marque un peu plus puisque j'enchaîne des livres dans cette période-là. Donc, Les Indiscrétions d'Hercule Poirot, plutôt déçue. Enfin, il n'était pas si mal que ça. J'ai pas mis un 1 sur 5 sur Babelio, c'est pas ça. Mais c'est qu'il était bien. Mais j'ai pas retrouvé tout ce que j'aime. Moi, Hercule Poirot, c'est mon enquêteur préféré et il m'avait manqué des petites choses. Et donc ça, c'était il y a 2 mois. Il y a 1 mois, j'ai lu Un cadavre dans la bibliothèque avec Miss Marple. Et alors là, tout ce que j'aime dans les Agatha Christie, la fraîcheur, le côté léger, et en même temps une enquête qui tient la route, le huis clos, tout était là. J'avais l'impression d'être dans un Hercule Poirot du début des années 1920, voire même toutes les années 1920, début 1930, avec Miss Marple. Miss Marple, elle est très différente de Poirot. Poirot, on ne le loupe pas. Il cherche pas systématiquement à se mettre en avant parce qu'il veut avoir des informations des gens. Donc derrière, il sait comment avoir des confidences, etc. Et donc une personnalité qui se mettrait trop en avant éviterait les confidences. Donc je vais pas dire que c'est quelqu'un qui se met très en avant. Mais ça n'empêche pas que ce soit quelqu'un de prétentieux et qui est sûr de ses raisonnements et de ses cellules grises. Et donc, s'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, s'il ne le comprend pas, personne ne le comprendra. Et s'il ne le comprend pas, un jour, il le comprendra, puisque c'est Hercule Poirot quand même. Donc, quand il va à certains endroits et qu'il voit que certaines personnes se disent « Tiens, j'ai déjà vu quelque part », il sait pourquoi. Parce qu'il est le plus grand détective de son époque, même de tous les temps, dans le monde entier. Donc, il a ce côté-là. Miss Marple, pas du tout. Miss Marple, elle se cacherait sous une table, en fait. Et puis, comme une vieille dame, elle vous dirait mais je sais, parce qu'en fait, machin me fait penser au neveu de madame machin, de tuto machin, qui avait réagi comme ci, comme ça, comme ça. » Donc, observation de la nature humaine. Donc, ça permet de résoudre des crimes. Dans son coin, l'air de rien, elle veut pas les lauriers, elle veut pas que les gens se rappellent d'elle, elle veut être tranquille et tout ça. Je peux pas dire qu'elle soit cancanière, parce qu'il n'y a pas ce côté... mais bon, elle observe, elle sait ce qui se passe, elle se tient au courant, mais c'est pas...
quand il y a quelqu'un comme ça qui peut se tenir au courant dans un petit village, on va avoir l'impression que c'est quelqu'un qui va sonner à toutes les portes et qui va tout le temps soulever son rideau pour voir ce qui se passe. Je l'imagine pas comme ça, Miss Marple. Mais il n'empêche que voilà, elle note le genre de personnalité, etc., etc. Puis à un moment donné, elle retombe sur ce style de personnalité et elle se dit qu'il y a tout au niveau de la psychologie du personnage pour commettre un crime. Donc, le mois dernier, avec un cadavre dans la bibliothèque, j'étais tombée sur genre un Hercule Poirot des années 1920-1930, avec Miss Marple en détective qui est à l'opposé d'Hercule Poirot. Elle est toujours assez discrète, on la voit très peu dans les livres, mais là on la voit davantage quand même, je trouve. Voilà, donc ma théorie c'est, vous voyez bien, en fait, qu'à partir de la moitié des années 1940, fin des années 1940, vous voyez bien qu'Agatha Christie, elle n'aimait plus Hercule Poirot parce que les indiscrétions d'Hercule Poirot, c'est pas un Hercule Poirot classique. Et quand elle fait jouer Miss Marple dans un de ses livres, il est très bien. Donc on voit bien qu'elle en a marre d'Hercule Poirot et qu'elle adore Miss Marple. On arrive à Mrs. McGinty est morte. Et alors là, vous voyez, j'étais en train de monter un petit château de cartes, je me suis fait une base que je pensais solide, je monte et tout, et puis alors là, tout s'effondre. Mrs. McGinty est morte, c'est un livre avec Hercule Poirot. Écrit au début des années 1950, voire fin des années 40, en tout cas sorti début des années 1950. Et c'est un Hercule Poirot comme je les aime. Comme j'aimais les Hercule Poirot des années 1920-1930. Donc en fait, il y a tout. Il y a Poirot, il y a la fraîcheur, le côté léger, l'enquête qui tient quand même la route, le petit côté humoristique, etc., etc. Dans les indiscrétions d'Hercule Poirot, pour moi, il arrivait tardivement, il n'était pas très présent. Je commence Mrs. McGinty est morte. Les deux premiers mots, est-ce que vous voyez? Oui, les deux premiers mots, Hercule Poirot. On ne peut pas dire qu'il arrive tardivement, il est très présent dans ce livre. Donc j'ai une nouvelle théorie. Attention, j'ai une nouvelle théorie parce qu'en fait dans ce livre, on a Ariadne Oliver qui est une autrice de romans policiers très bazar. Même physiquement, je l'imagine débraillée, les cheveux un peu en l'air et tout, qui perd la tête, sur des trucs, quand je dis elle perd la tête, c'est pas au niveau médical, mais c'est que elle est brouillon sur certaines choses, elle sait plus, et en fait, elle est autrice de romans policiers, son personnage principal, c'est un détective finlandais, elle passe son temps à dire, mais pourquoi est-ce que j'ai choisi un détective finlandais alors que je n'ai jamais mis les pieds en Finlande? Du coup, les gens lui posent des questions sur la Finlande, elle n'en sait rien, elle aime de moins en moins son personnage. Est-ce que du coup, cette Ariadne Oliver, que j'ai déjà vue dans plusieurs romans d'Agatha Christie, je crois qu'on la voit aussi dans Le Crime d'Halloween, qui est le nouveau titre, ça fait quand même un petit paquet d'années que ce titre est sorti, mais ça s'appelait au début La Fête du Potiron. Ça a été renommé en Le Crime d'Halloween. Donc si vous avez La Fête du Potiron et Le Crime d'Halloween, dites-vous que c'est le même livre. Hein. Je me demande là si je ne l'ai pas en version vintage. Non, je ne le vois pas là, peut-être dans la version derrière, mais bon, voilà. Donc dans ce livre-là, on voit notamment Ariadne Oliver. Est-ce que Ariadne Oliver aurait pas un petit côté Agatha Christie? Ah ah! Avec un détective belge, alors qu'elle n'a jamais mis les pieds en Belgique, elle s'est inspirée de réfugiés belges pendant la Première Guerre mondiale pour faire son personnage, voilà, mais derrière, elle n'en savait pas plus que ça. Alors certes, elle a appris le français, elle est déjà allée en France, mais elle connaissait pas la Belgique aussi bien que la France. Et puis elle en avait marre de son personnage, voilà. Et j'imagine pas Agatha Christie si carrée que ça au quotidien. Bon, peut-être pas aussi désordonnée que Ariadne Oliver, mais bon. Donc voilà, en fait, ma nouvelle théorie, c'est Ariadne Oliver et Hercule Poirot, ça fonctionne bien. Ariadne Oliver, c'est pas elle qui résout les énigmes, hein, c'est bien Hercule Poirot, mais ils ont beau être à l'opposé, ils s'entendent bien, ils ont une sympathie, un respect en fait. On pourrait se dire Hercule Poirot qui est si ordonné et tout, ne voudrait pas s'approcher de quelqu'un comme Ariadne Oliver. Mais en fait, ça passe bien, c'est tout en sympathie, tout en gentillesse. Il n'y a pas du tout de sentiment amoureux, hein, mais j'arrive pas à trouver le nom, mais il y a
enfin, une sorte de respect, de bienveillance, je sais pas, enfin, vraiment une amitié en tout cas. Et donc, est-ce qu'au final, donc ça va être le sujet de ma prochaine enquête, est-ce qu'au final, les romans d'Agatha Christie qu'elle a écrits sur la seconde partie de sa vie mettant en scène Hercule Poirot ne sont pas bons seulement quand il y a Ariane Oliver, et dans ce cas-là, Agatha Christie se met dedans et déverse tout, et du coup arrive à mettre Hercule Poirot à la place qu'il a toujours eu. Voilà, on le découvrira. Bon, je vous ai pas trop parlé du livre, mais en tout cas, sachez que je l'ai beaucoup aimé, ça vous l'avez compris. Sachez qu'il a beau être écrit au milieu des années 1950, eh bien, enfin au début des années 1950, au milieu de la carrière d'Agatha Christie, on se retrouve sur un très bon Hercule Poirot, avec tout ce qu'on aime en fait. Voilà, une enquête assez classique, interrogatoire qui défile, des personnes qui reviennent sur ce qu'elles ont dit, un dénouement à la Hercule Poirot, il rassemble tout le monde pour dire qu'il a trouvé le meurtrier, comment il y est arrivé. C'est-à-dire qu'on a la conclusion du raisonnement, mais on a aussi le raisonnement, ce qui est très précieux. Voilà, donc je vous le conseille. Je continue avec Contre vents et marées de Cynthia Kafka en version poche chez l'Archipoche. C'est le dernier livre que j'avais d'elle dans ma palle, je vous l'ai dit, donc moi j'ai tout lu dans le désordre, mais il n'y a pas d'ordre, donc ça va. Alors, il doit y avoir quelques auto-édités que j'ai pas lus. Sinon, j'ai tout lu et j'ai même eu la chance de lire le roman de Noël de Cynthia Kafka qui sortira chez Charleston en avant-première au mois de juin, là. Enfin, je l'ai lu au mois de juin, il sort là en octobre, il sera peut-être sorti quand cette vidéo sera sortie. Que je vous conseille, j'ai passé un très bon moment. Donc qu'est-ce que j'ai lu de Cynthia Kafka, parce que je ne me rappelle pas de tous ces titres. Alors, si vous êtes fan et que vous avez lu des auto-édités, dans la liste que je vais vous faire, vous allez dire qu'il en manque. Hein. Alors, hop, hop, j'ai lu Je suis venue te dire. Je crois que j'ai commencé par celui-ci. Je suis venue te dire le sourire au livre, qui pour moi, je pense que c'est mon préféré. Ma fille aînée l'a lu. Là, elle l'a fini il n'y a pas longtemps. Elle a beaucoup, beaucoup aimé. Donc, Contre vents et secrets, pour qu'elle revienne, qui est sorti cette année chez Charleston. Et puis, donc, celui qui va sortir à Noël. Voilà. Donc, sur Babelio, effectivement, il y en a d'autres qui sont plutôt en auto-édition. Voilà. Sachant que celui qui va sortir à Noël était un livre qui s'appelait Le meilleur rôle de ma vie et qui a été retravaillé pour une comédie romantique de Noël. Voilà. Donc, dans ce livre, j'ai retrouvé l'écriture de Cynthia Kafka que j'apprécie beaucoup. Ça se lit très très bien, c'est fluide, c'est agréable à lire. Ça ne veut pas dire que c'est très léger et que c'est mal écrit, pas du tout, hein, parce que ça, j'en ai marre d'entendre que si ça se lit vite, c'est que c'est écrit très simplement. Bah non, en fait, non. Et alors pas du tout. Et là, on se retrouve en fait avec des beaux passages et tout. Enfin, franchement, j'ai relevé pas mal de citations. Là, je sais pas si vous allez voir. Compliqué de faire le focus. Bref, j'ai relevé pas mal de citations. Moi, vous voyez pas mieux. C'est beaucoup. Pour moi, pour un livre comme ça, c'est beaucoup. Dans les polars, en général, je vais noter une citation. Le livre de Claire Norton dont je vous ai parlé, j'ai adoré, j'en ai relevé 3. Là, j'en ai relevé vraiment beaucoup plus. Mais bon, après, les citations, il y a vraiment différents styles. Voilà. Parce qu'en fait, il y a à la fois une belle écriture, mais aussi de l'humour, mais subtil. Hein. C'est pas du tout... Cynthia Kafka n'avait pas arrivé avec ses grands sabots, avec une grosse blague potache en plein milieu du livre, pas du tout. Et j'aime cette subtilité et je trouve qu'elle se voit dans cette citation. Vera, c'est notre Amazone, avec un E à la fin, pour la dissocier de son homophone masculin qui n'a pas encore trouvé le moyen d'aborder l'île, que Dieu ou celui qui peut nous en préserve. C'est quand même... c'est subtil et c'est beau, je trouve.
Ouais, bah après, enfin, pour vous, moi je vous lis ce passage-là, je vais pas vous lire tout ce que j'ai surligné, oui, parce que je surligne maintenant les citations dans les livres. Alors, mes parents ont toujours été désolés de ma trop grande imagination. D'après eux, je me pose trop de questions. Je suis soit trop, soit pas assez. Je suis toujours ou jamais. Je ne possède pas de touche juste milieu. Trop sensible, susceptible, tête en l'air, pleurnicheuse ou angoissée. Pas assez pragmatique, réaliste ou combative. Je suis toujours dans l'excès, jamais comme il souhaiterait. J'ai grandi avec l'impression qu'à la loterie des enfants, ils n'avaient pas obtenu satisfaction. À peine un lot de consolation, voire un fardeau, comme lorsqu'on gagne un poisson rouge à la pêche au canard, alors qu'on ne possède même pas un bocal rond. Voilà. Donc, enfin, je trouve que ce passage-là, c'est vraiment, enfin, ça montre vraiment son écriture en fait. Enfin, un côté, c'est bien dit, c'est poétique et tout, puis des petites notes d'humour aussi. Donc voilà, c'est vraiment, c'est vraiment très bien écrit et très très agréable à lire. Et il y a aussi, alors un dernier passage que je vais vous lire parce que ça, je vous en ai parlé dans un vlog. J'aimerais comprendre pourquoi les mamans font des enfants si c'est pas pour si c'est pour pas les aimer. Voilà, et parce que ça rejoignait un sujet dont j'ai pas mal, enfin un sujet dont j'ai pas mal parlé avec des gens et du coup je vous en ai parlé en vlog enfin notamment au sujet des femmes qui ont des enfants qui n'en voulaient pas. Une fois que l'enfant est là, elles n'en veulent pas non plus et elles ont ce qu'on appelle un regret maternel, le fait de regretter d'être maman. Voilà. Ça, c'est un sujet qui, je trouve, est difficile. Difficile à accompagner et j'ai pas encore, moi, les clés pour accompagner ça. Enfin, mais je vous avais détaillé pourquoi, enfin, mon parcours, etc. Voilà. Donc, dans ce livre, on a Charlène. En fait, Charlène, elle a 35 ans, chose que j'ai aussi appréciée parce que souvent ce style d'histoire c'est avec des femmes qui ont 10 ans de moins et du coup je me sens vieille. Non mais enfin on n'est pas pareil à 25 qu'à 35 et j'imagine qu'on n'est pas pareil à 45 qu'à 35. Et donc nos préoccupations sont pas les mêmes. Alors je peux vraiment lire un livre avec une femme qui a 25 ans, ça me pose pas de soucis. Comme je peux lire un livre avec une femme qui a 55, 70 ans, j'en sais rien, ça me pose pas de soucis non plus. Je peux lire un livre où le personnage principal est un homme, etc. Mais dans ce style d'histoire, on va parfois être vraiment très proche des émotions et je trouve que c'est plus facile de s'identifier à quelqu'un qui a à peu près son âge, même si notre vie est radicalement différente. Voilà. C'est, oui, pour plein de raisons, enfin, histoire de parcours, une certaine maturité, mais pas encore tout à fait. Voilà. J'ai 39 ans, j'ai pas encore la maturité des 40 ans, mais je m'y approche. Après, voilà, on a tous des parcours différents aussi, etc., etc. Et puis, pour ma part, à 25 ans, j'étais maman, donc des fois, ça me fait toujours un peu bizarre, enfin, c'est pas toujours évident pour moi de me projeter, en fait, dans certains livres, voilà, alors non pas que ça c'est impossible, c'est juste que c'est un peu plus difficile, ça me prend un peu plus de temps. Mais là, ça j'ai apprécié. Voilà, c'est un détail, mais je l'ai apprécié. Les thèmes abordés, ils sont forts, vous l'avez ressenti avec les quelques mots que je vous ai dit. Donc en fait, Charlène, elle a ses parents qui sont très exigeants et jamais satisfaits comme on le voyait. Et elle, sa vie bon, prend une tournure à laquelle elle s'attend pas. Le premier chapitre, il est... Voilà. Le premier chapitre, en fait, si vous savez pas trop si vous connaissez pas Cynthia Kafka et vous savez pas trop si vous allez apprécier ou pas, vous prenez ce livre. Vous lisez le premier chapitre, il fait 3 pages et là, vous êtes obligé de continuer le livre et vous vous dites mais ce chapitre, il est dingue, voilà. Je ne m'attendais pas à cette fin. C'est le genre de chapitre qu'il faut lire comme ça, vous voyez. C'est parce que nos yeux sont attirés sur le dénouement de ce chapitre. Et donc, du coup, voilà, vous lisez, vous mettez bien une main là pour pas voir la fin. Et ensuite, vous faites « Oh, je m'y attendais pas ». Voilà. Et là, vous êtes obligé de continuer.
Ça vous donne un très très bon aperçu de l'écriture de Cynthia Kafka et des sujets qui vont être abordés. Donc bon, la vie de Charlène bascule totalement. Aucun soutien de ses parents, aucun soutien. Enfin, elle vit un truc où elle est victime de quelque chose. Hein. Enfin, on n'est pas dans un sujet comme les violences conjugales abordées avec le livre de Claire Norton, mais on est dans un sujet difficile. Elle n'a pas de soutien, hein. On ne lui dit pas, elle n'a pas personne ne va l'aider, ne va la comprendre, ne va la soutenir, ne va... Voilà. Ses parents sont... Donc tout s'effondre et puis en fait elle va chez ses parents, mais pas trop longtemps, hein, faudrait pas qu'elle dérange. Et en même temps, même en y allant peu de temps, elle dérange un peu. Et elle se retrouve avec une lettre, voilà, un peu particulière, qui titille un petit peu sa curiosité. Et du coup, ça va la mener en Bretagne. Voilà, elle va tout couper, elle va partir sur une île en Bretagne, faire une petite... officiellement pour se ressourcer de ce qu'elle est en train de vivre, pour changer un peu d'air, et puis officieusement, la lettre qu'elle a trouvée, en fait, tout s'effondre dans sa vie, ça va pas, et en fait ça c'est un sujet qui va retenir son attention, qui va comment dire, oui, un sujet qui va retenir son attention, qui va la motiver quelque part en fait. C'est un sujet qu'elle va avoir envie de creuser, qui va pouvoir lui permettre aussi de s'échapper, et donc voilà. Et donc en fait elle part effectivement en Bretagne, et puis elle va faire des petites recherches par-ci par-là, et elle va découvrir des choses et auxquelles elle ne s'attendait pas. Et voilà. Donc Secret de famille derrière. C'est un livre qui est sur une double temporalité. On suit Charlène en 2022, mais on la suit aussi en... Enfin non, pas on la suit. On suit aussi une histoire qui se passe en 1986. Je vous avoue que, alors je note, vous avez vu, je fluote les citations, je mets des petits signets pour bien les repérer, c'est utile pour un épisode comme ça, pour vous citer quelques citations. Je note aussi le nom des personnages, vous le savez peut-être, et ça m'a aidé parce que, c'est pas qu'il y en a beaucoup, mais ça m'a aidé à faire bien le lien entre les doubles temporalités. Voilà. Donc je vous le conseille. Enfin, voilà, Cynthia Kafka, si vous la connaissez pas encore, foncez parce que c'est trop bien. Moi, je l'ai découverte tardivement, mais j'ai bien rattrapé mon retard. Ce qui veut dire que maintenant, je suis en attente, j'en veux d'autres parce que j'adore. Et voilà, faut foncer, faut vraiment la lire parce que c'est très bien, vraiment très bien. Et je termine avec un livre qui a été très précieux pour moi, pour plein de choses. J'ai été contactée par les éditions Point en juin pour un événement autour de leur livre de la rentrée littéraire, et on me proposait dans ce cadre-là de découvrir Goldman d'Ivan Jablonka. Ce livre est un essai. Voilà. Donc l'expérience était dingue puisqu'elle allait se terminer par des affiches sur des bus donc shooting photo début juillet avec ses affiches, avec une photo de moi, à côté la couverture du livre, et puis une citation un extrait de mon avis sur le livre, écrit, et en dessous mon prénom et mon pseudo sur Instagram. Dingue comme truc. L'expérience était dingue, sur un essai, et j'avais un peu deux sentiments. Un livre sur Jean-Jacques Goldman, c'est hyper intéressant. Enfin, je veux dire, qui n'aime pas Jean-Jacques Goldman? C'est largement dit dans le livre. C'est hyper intéressant, en fait. En plus, en creusant un petit peu, Ivan Jablonka, il est historien. Et donc, en savoir plus sur la vie de Jean-Jacques Goldman, ça m'intéressait beaucoup, etc., etc. Mais c'est un essai, écrit justement par un historien. Est-ce qu'il n'allait pas avoir un côté... J'avais presque deux craintes, en fait, en disant ça.
qui ont été balayées au bout de 3 pages, je pense, même pas. Est-ce que ça allait être assez accessible pour moi? Je suis pas une littéraire, hein, je suis une scientifique, je vous le dis peut-être à chaque fois. Moi, j'ai adoré la littérature jusqu'en première, en terminale, 0 français, post-bac, j'ai fait des études de maths. Donc, alors certes, je n'avais pas que des maths, j'avais encore un peu d'anglais, j'avais beaucoup de physique, chimie d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des matières en chimie. Je préférais largement la physique à la chimie, parce que la physique pouvait ressembler à peu près à des maths, enfin c'était des maths appliquées on va dire. Voilà, avec une rigueur qui pour moi était compliquée à accepter, mais bref. Et la chimie, après ça dépend peut-être des profs aussi, mais la chimie, c'était parfois un petit peu lunaire. Mais tout ça pour dire que des matières littéraires, j'en avais pas. C'était pas mon choix, c'était pas ce que j'appréciais le plus. Et à un moment donné, en terminale, mes matières préférées, c'était... Enfin, première et terminale, mes matières préférées, c'était maths, français, allemand, latin. Donc quand même une matière scientifique pour 3 matières plutôt littéraires. Ouais, mais la matière scientifique l'emportait tellement, je m'éclatais tellement, c'était presque une passion en fait. En même temps, je me suis bien éclatée en littérature, mais sur certains sujets. Et en allemand, en latin aussi. Mais c'était vraiment les maths, voilà. Mais j'ai pas, quand je dis que j'aimais la littérature, je veux dire, en première, j'ai dû lire Zola, je sais plus lequel, L'Assommoir. Je devais le présenter au bac, enfin ça faisait partie des textes que je présentais au bac. Je ne l'ai pas terminé. Alors certes, je vous l'ai dit 150 000 fois, j'ai lu Le jeu de l'amour et du hasard, une pièce de théâtre, que j'ai lu de Marivaux, que j'ai lu 5 fois en première, tellement je l'ai adoré. Mais il y a des fois, je faisais des blocages, j'aimais pas. Donc j'étais pas très classique non plus. Même si j'ai tenté de lire Les Misérables de Victor Hugo de façon personnelle en première, et je n'ai lu que la moitié ou les 2 tiers. Je crois que j'ai lu les 2 premiers tomes et pas le 3e. Mais voilà, je suis pas littéraire, je suis pas... Quand je vous donne des avis lecture, vous voyez, je suis pas en train de vous dire j'ai relevé la tournure de phrase, machin, etc. Donc voilà. Donc un essai, pour moi, on est là, quoi. Voilà. Il y a tout ce que j'aime bien lire. Je vais vous parler de livres que certains critiquent parce que trop populaires. Moi, j'aime bien Guillaume Musso. Moi, j'aime bien Virginie Grimaldi, Laure Manel, Julien Sandrel, Mélissa d'Acosta, des auteurs qui vendent et qui sont donc énormément critiqués par rapport à leur écriture. Donc voilà, c'est un essai, enfin je me disais mais je vais être perdue, ça va être trop complexe pour moi, je vais mettre du temps à le lire. Oh là 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 là. Comment j'ai pu penser ça? J'ai tellement adoré en fait, j'ai tellement adoré, c'est mais tellement accessible. Et donc il y avait cette crainte là, mais il y avait aussi autre chose, c'est que en fait, est-ce que ça n'allait pas être un livre un peu intellectualisé sur un chanteur, alors que la chanson, on peut se dire, c'est accessible, encore plus Jean-Jacques Goldman. Donc, est-ce qu'on n'est pas sur un livre trop intellectualisé? Mais pas du tout, pas du tout. Donc, encore une fois, vous voyez, je suis partie avec ces a priori, mais qui m'ont pas empêché de lire le livre. Il y a un moment donné, de toute façon, on est curieux. C'est ça aussi, quand on se lance dans un livre, on a une certaine curiosité, parce qu'on ne sait pas à l'avance si le temps qu'on va consacrer à lire toutes ces pages, et ça nous prend quand même du temps, même si ça prend encore plus de temps à l'auteur de l'écrire, mais est-ce que le temps qu'on va consacrer à ce livre va être bénéfique, entre guillemets? On part à l'aventure, mais c'est un pari. Est-ce qu'on va aimer ce livre? Est-ce que la couverture, le titre, la 4e de couverture nous tente et sont assez fidèles à ce qu'on va trouver dans le livre et l'idée qu'on commence à s'en faire? Voilà, c'est une aventure, on ne sait pas. Et donc, j'y vais et j'ai adoré ce livre. Et du coup, très, très agréablement surprise par le côté totalement accessible et très intéressant en fait, très 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 intéressant. J'ai appris énormément de choses. Enfin, maintenant, je peux vous dire, je peux vous donner quelques anecdotes sur Goldman, des choses que j'ai apprises. Notamment, moi, ça a été la rencontre avec Céline Dion autour de l'album 2. D'-EUX, qui est un album qui m'a marqué quand j'avais 10 ans.
Et donc toute l'histoire de cet album derrière en fait, enfin c'est passionnant, je savais pas du tout. Je connaissais juste deux trois trucs de sa famille, de son demi-frère, mais vraiment pas grand chose. Mais en fait c'est très très intéressant. On a tout son parcours. Là, c'est mis sur la quatrième. Donc Jean-Jacques Goldman n'est pas seulement un grand nom de la chanson, il est aussi un enfant d'immigrés juifs, devenu la personnalité préférée des Français, un artiste engagé, etc. Mais par sa famille, il y a quand même quelque chose, une histoire vraiment compliquée qui va expliquer certaines choses par la suite et aussi sa personnalité quelque part et aussi ses convictions politiques et l'évolution par rapport à ça. Enfin voilà, enfin c'était très intéressant, très 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 intéressant, très passionnant, écrit d'une façon accessible comme je vous le disais, avec une rigueur scientifique, mais enfin moi que je vous dis scientifique parce que c'est le terme que je vais utiliser, mais en réalité c'est une rigueur que tout historien doit avoir en fait, parce que c'est un historien qui a écrit une biographie sur Jean-Jacques Goldman. Voilà, donc toutes les compétences qu'un historien peut avoir pour écrire la biographie sur un personnage historique, eh ben il les réutilise là, mais pour un chanteur populaire. C'est intéressant du coup. Et donc sans intellectualiser en fait, sans se dire, sans prêter des attentions à Jean-Jacques Goldman qui seraient fausses, ce sont des faits, avec des petites choses assez intéressantes aussi, à deux, trois endroits, par exemple des tableaux, des petits schémas. Alors, vous devez vous dire, alors, elle dit que c'est accessible, elle dit que c'est pas intellectualisé, et pourtant, il y a des tableaux, il y a des schémas. Ouais, mais c'est juste pour... En fait, là, c'est les chanteurs, avec un axe droite ou gauche, donc avec au niveau politique, hein, et puis consécration positive, et puis pas trop de consécration. Voilà, et donc il y a plein de chanteurs des années 80 qui sont mis là, donc genre France Gall, Mireille Mathieu, enfin voilà, où est-ce qu'ils se situent sur cet axe-là? C'est très intéressant, c'est juste une représentation de quelque chose qui est tout à fait lisible par tout le monde, hein. On n'est pas sur des abscisses désordonnées, une petite équation, machin truc, hein, pas du tout. Mais bon, c'est un petit côté statistique, c'est vrai, que j'apprécie. Mais c'est hyper intéressant en fait. C'est très intéressant. Enfin voilà, ce sont des faits. C'est vraiment, c'est passionnant, passionnant, passionnant. Enfin, je trouve que ça respecte la simplicité de l'auteur, du chanteur, pardon. Oui, il y a pas de côté, j'ai pas senti une intellectualisation en se disant, mais comme on pourrait avoir dans les cours de français, bien évidemment que cet auteur, il y a un moment, il a écrit ça comme ça, cette figure de style, parce qu'il aimait ce rythme, machin truc, ou là, il a fait des phrases courtes parce qu'il sentait que c'est ce qu'il fallait dans ce passage, et bien. Alors qu'en fait, ce jour-là, il s'était peut-être juste écrasé le pied quelque part, il avait trop mal, et en fait, il n'arrivait pas à écrire plus de tant de mots par phrase, et il écrivait des phrases courtes. Voilà, ça pour moi c'est un côté intellectualisé en fait. Prêter des attentions à quelqu'un, on n'en sait rien du tout, mais par défaut on va rendre ça intellectuellement génial quoi. Mais non en fait, là c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Et, euh, et, et moi j'adore les chansons de Jean-Jacques Goldman, j'en ai d'ailleurs sur mon téléphone. Les chansons que j'ai sur mon téléphone, celles que je passais beaucoup quand quand j'écoutais la musique dans ma voiture, quand j'étais étudiante. Voilà, c'est à peu près les mêmes musiques en fait. Et j'avais des CD de ses concerts et que j'écoutais à la fois avec les premières chansons qu'il a pu écrire et chanter et les dernières. Mon père, il avait les disques de Jean-Jacques Goldman. Enfin, mes parents avaient totalement suivi les débuts de Goldman et voilà. Ma mère l'a lu hein, depuis et elle a aussi beaucoup aimé. Et en fait, ce livre fait apprécier encore plus le chanteur. À noter que dans la version poche, elle est augmentée d'une petite partie à la fin. Ah, bon, à la fin, vous avez pas mal de personnes qui sont citées avec les index des noms, voilà. Vous avez des annexes, etc., etc. Donc, vous voyez, ça prend pas mal de pages quand même.
Et vous avez un chapitre de plus. Oui. 2023, crever le silence. Voilà, un chapitre de plus qui parle du livre en grand format et comment il a été reçu. Voilà. Là, vous adorez Goldman. Là, ça fait bizarre. Je vais pas dire que ça fait changer d'avis totalement, hein, c'est pas ça, mais ça, cette partie-là, elle vous fait adorer encore plus le chanteur. Enfin, parce qu'en fait, vous allez savoir des choses qui sont pas privées, que vous pouvez retrouver sur des articles de journaux, etc. Là, ça fait bizarre. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné quelques idées lecture parmi ces formats poche. Je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos.